Bonjour. Emmanuel n'a pas le son, je crois, ni le… Eh ben, je vais… C'est en haut à gauche, Emmanuel. Merci à tous d'être à l'heure, d'être connectés à 18h pour notre webinaire sur la vaccination proposée par Mutualia Grand Ouest. Alors, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler de vaccination. Alors, on a des invités, Dr Emmanuel Piednoir, qu'on va présenter plus longuement dans quelques minutes, et Dr Karim Majzoub, voilà, qui vont nous parler du principe et de pourquoi la vaccination. Et nous sommes aussi avec Isabelle Giraud, qui est directrice générale de Mutualia Grand Ouest, et de Michel Pignol, qui est vice-président de Mutualia Grand Ouest. Alors, je pense que Michel, vous allez nous faire un petit mot de bienvenue peut-être, et Isabelle viendra clôturer le webinaire. Je vous laisse peut-être la parole. Merci. Bienvenue à tous. Donc, je suis Michel Pignol, je suis vice-président de Mutualia Grand Ouest. Alors, Mutualia Grand Ouest est une mutuelle qui fait partie d'un groupe Mutualia, qui couvre en assurance santé et prévoyance plus de 500 000 personnes. La particularité de Mutualia Grand Ouest, c'est d'avoir créé une fondation qui s'intéresse à la santé et notamment au travers de la prévention. Alors, c'est ainsi que l'année dernière, on a décidé, par rapport au Covid, de doter les EHPAD de notre territoire de tablettes pour maintenir un lien entre les résidents et leurs familles. Cette année, les réponses publiques sont plus opérationnelles et il nous a semblé qu'il y avait un thème qui faisait couler beaucoup de salive, c'est la vaccination. Et là, on voit qu'il y a des clivages importants. Quand on a un cercle de famille, un cercle d'amis, on voit que ça amène des discussions et plutôt que d'aller dans ces discussions, on a décidé de solliciter l'éclairage de 2 scientifiques qui sont là aujourd'hui et qui vont nous parler plus longuement de la vaccination et je les remercie à l'avance. On ne vous entend plus, Marie-Hélène. Ah, bah évidemment. Alors, on est avec le docteur Emmanuel Piednoir, qui est pharmacien hygiéniste et médecin infectiologue, et le docteur Karim Majzoub, qui est ingénieur en biotechnologie et docteur en biologie moléculaire et virologie. Alors, le webinaire, on l'a construit en ping-pong avec vous deux, donc vous allez pouvoir nous parler des principes de la vaccination. Et ensuite, on se réserve un moment de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas, là, vous êtes 34 connectés, à poser des questions pendant le webinaire. On essaiera d'y répondre sur le chat. Et de toute façon, on se réservera ce moment à la fin pour pouvoir y répondre. Je crois qu'on a assez parlé. On va peut-être vous laisser la parole, Karim et Emmanuel. Et on se retrouve tout à l'heure. Et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer la présentation. Qu'en dites-vous ? À nous ou à tout le monde? À tout le monde. Regardez. Ouais. Hop. Voilà. Merci. Et par contre, pour passer les diapositives, si on n'a pas la main, c'est vous qui les passez, c'est ça? On est d'accord? Oh, vous avez la main juste. Vous le voyez, il est un peu transparent, il est un peu traître, mais il y a bien un bouton. Ok. Bon, on y va. Et je vous laisse la main. Karim, on fait par ordre alphabétique, je te laisse te présenter. Ok, donc je m'appelle Karim Majzoub, comme Marie-Hélène l'a mentionné, j'ai fait une école d'ingénieur en biotechnologie à Strasbourg, puis j'ai fait une thèse en biologie moléculaire étudiant des virus qui infectent les insectes. Puis pour mon stage postdoctoral, je suis allé à l'université de Stanford aux États-Unis où j'ai travaillé sur les virus de la dengue et du Zika, c'est toujours des virus à ARN. Et puis, je suis rentré en France il y a 2 ans et cet été, je rejoins l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier pour commencer mon groupe de recherche où je vais étudier des virus à ARN et leur interaction avec la cellule hôte. Voilà. Moi, je m'appelle Emmanuel Piednoir, je suis effectivement docteur en pharmacie, docteur en médecine avec une spécialisation en pharmacie vers la prévention de l'infection et la microbiologie. Et puis, en tant que médecin, je suis infectiologue, c'est-à-dire que je m'occupe des maladies infectieuses et j'exerce sur 2 établissements, le CHU de Rennes, où je m'occupe d'une structure régionale de prévention de l'infection. Donc, on a été particulièrement sollicité au cours de la dernière année, comme vous en doutez, et à l'hôpital d'Avranches-Granville comme infectiologue dans un service d'infectiologie.
Donc, juste pour poser un petit peu le décor, on tenait à préciser avec le docteur Majzoub que nous n'avions ni l'un ni l'autre aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Ça nous paraissait vraiment primordial d'aborder ce sujet dès le départ. Également, une phrase qui nous est chère et qu'on trouve pertinente vu le contexte, c'est une phrase d'Henri Poincaré, qui était mathématicien, qui disait « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une ou l'autre nous dispensent de réfléchir ». Et justement, dans ce qu'on voulait vous dire ce soir, c'est vous poser des bases pour que vous puissiez vous-même réfléchir et vous-même appréhender par vous-même, avec les informations qu'on va vous délivrer, ce qu'est la vaccination, quels en sont les buts et les limites à ce jour. Donc la vaccination, en fait c'est quelque chose qui est très ancien. Le concept est très ancien. Ça s'appelait pas comme ça évidemment. Dans l'Égypte ancienne, en fait, on vaccinait certains esclaves contre certaines maladies qui déformaient leur visage, et donc ils avaient une cote moins importante sur le marché en leur inoculant derrière l'oreille un parasite qu'on appelle leishmania. Et c'était en fait vraiment une observation empirique qu'une infection guérit une maladie. Puis ensuite, il y a eu tous les travaux de Lester et les travaux sur la vaccine, d'où le nom vaccination. Et puis en France, on a beaucoup parlé évidemment des travaux de Pasteur. Et puis c'est devenu une science à part entière, l'immunologie, qui en fait a des ramifications bien au-delà de ce qu'on pensait au départ, puisque par exemple dans toute la genèse des cancers, Karim est bien plus compétent que moi par rapport à tous ces aspects-là. C'est également quelque chose de très important. Donc, ce qui est important, on va pas vous faire un cours d'immuno, ce qui est important, c'est de savoir déjà la notion d'antigène-anticorps. En fait, un antigène, tout simplement, c'est une molécule qui est reconnue par votre organisme comme étrangère à vous. Et non seulement elle est reconnue comme étrangère, ça c'est la première étape, mais ensuite, le corps va être capable d'induire contre elle une réponse qu'on appelle une réponse immunitaire pour justement se prémunir contre cet alien, se prémunir contre cette particule étrangère. Donc ça peut être des bactéries, virus, mais ça peut être surtout des protéines également, et le docteur Majzoub l'évoquera tout à l'heure. Et donc en fait, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, un vaccin, c'est tout simplement un médicament qui contient des antigènes, ou en tout cas qui va nous inciter à fabriquer des antigènes pour qu'on puisse ensuite, donc ces antigènes sont souvent des protéines, pour qu'on puisse ensuite s'immuniser. Donc, un antigène, maintenant vous savez ce que c'est quelque chose d'extérieur, d'étranger à notre corps, et donc l'individu exposé à cette sorte d'alien va répondre en mettant en place deux types d'immunité, une immunité innée, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, c'est un peu comme des Pac-Man qui vont manger tout ce qui est étranger pour les éliminer, et puis une immunité qu'on appelle adaptative, qui en fait c'est la production d'une arme spécifique dirigée uniquement contre un type d'antigène, contre un type d'alien, contre un type d'étranger. Et les anticorps, c'est quoi? C'est tout simplement un antipoison. Donc, c'est un antipoison qui souvent est une protéine et donc qui va combattre un ennemi, mais un seul et même ennemi, qui ne pourra pas combattre des ennemis différents. Et donc, quand on vaccine, on recherche justement à ce que le corps produise ces antipoisons dirigés contre une maladie particulière. Karim? Alors, comme Emmanuel le disait, les antigènes sont souvent des protéines et les anticorps sont aussi des protéines. Et en fait, nous sommes tous faits de protéines. C'est les unités fonctionnelles de nos cellules, les protéines. Donc, je vais un peu revenir en arrière pour comprendre les concepts de protéines, ARN, ADN, parce que c'est important à comprendre par rapport au vaccin. Donc, nous sommes tous composés de cellules et les cellules sont les unités fonctionnelles de tout organisme vivant qu'on connaît, en fait, notamment notre corps humain. Donc, ces cellules contiennent un programme génétique propre à chaque individu, stocké sous forme d'ADN dans leur noyau. Nos cellules déploient ensuite des parties spécifiques de ce programme propres à chaque tissu de notre corps. Par exemple, les cellules digestives, elles vont déployer le programme des cellules digestives ou les cellules cardiaques, etc. Et le déploiement de ce programme se fait en deux étapes. La première étape, c'est il y a tout d'abord l'ADN qui est copié en ARN messager dans le noyau. Ce mécanisme s'appelle la transcription. Puis cet ARN messager sort du noyau pour être transformé en protéines par une machinerie cellulaire dédiée. Il faut imaginer que le noyau est l'équivalent d'un livre de cuisine, si vous voulez, qui renferme les recettes de chaque tissu de notre corps.
Dans un tissu donné, juste une seule partie de ce livre est utilisée où l'ARN messager constitue la recette copiée et transportée pour être préparée en gâteau ou plat spécifique de chaque tissu. Les gâteaux sont l'équivalent, si vous voulez, des protéines, qui sont les unités fonctionnelles des cellules. Ces protéines vont largement déterminer la composition et la fonction de chaque tissu. Par exemple, les cellules épidermiques vont produire la protéine de la kératine qui compose nos cheveux, ou la mélanine qui influence la couleur de notre peau. Ce qui est important à savoir ici, c'est que ce mécanisme de transcription en ARN messager et la traduction en protéines a lieu chez tous les êtres vivants qu'on connaît. On appelle ça le dogme central de la biologie moléculaire. Donc, l'ADN comporte ou stocke l'information, l'ARN sert de messager et les protéines confèrent la fonction biologique. Alors, vous me demanderiez, qu'est-ce qu'un virus? Un virus est composé exactement de ces mêmes éléments. En fait, un virus n'est rien d'autre que de l'information stockée en forme d'ADN ou d'ARN en fonction des virus. Et c'est entouré par un bouquet de protéines qui protègent cette information qu'on appelle la capside. Cette capside va permettre au virus d'entrer dans les cellules cibles pour déployer son propre programme qui n'a d'autre but que de multiplier cette information virale. Donc, la première, tout d'abord, le virus va s'attacher à des récepteurs qui décorent la membrane cellulaire. Ensuite, il va relarguer son génome constitué de molécules d'ADN ou d'ARN selon le virus dans la cellule hôte. Ce génome va être multiplié en plein de copies grâce à une sorte de photocopieuse virale et des machineries cellulaires piratées par ce virus. On appelle cette étape la réplication virale. Et puis, ces nouvelles copies vont être traduites en protéines virales, dont des nouvelles protéines de capside, toujours grâce à la machinerie cellulaire piratée par ce virus. Tout ça va s'assembler en nouvelles particules virales qu'on appelle des virions, composés de génomes viraux et de nouvelles capsides, prêtes à quitter la cellule cible infectée pour entrer et infecter de nouvelles cellules naïves. Donc, juste ce qui est important à savoir, c'est qu'à chaque étape de son cycle de vie, le virus, pour pouvoir se répliquer et se multiplier, va détourner et pirater des machineries cellulaires qui, en temps normal, veillent sur le bon fonctionnement de la cellule. Donc, si on veut faire la comparaison entre le génome humain et un génome viral, on estime que notre génome humain est composé d'à peu près 3 milliards de lettres qui codent pour 20 000 protéines, plus ou moins, alors qu'un génome viral est infiniment plus petit. À titre d'exemple, le génome du SARS-CoV-2 est composé de 30 000 lettres qui codent seulement pour 15 protéines. Donc, un tout petit génome, un tout petit programme, notamment viral, peut détourner un plus grand programme de toute une cellule ou même un organisme entier pour le seul but de se multiplier. C'est la définition même d'un virus, en fait. Alors, il ne faut pas oublier que le SARS-CoV-2 est un virus parmi plein d'autres. Des virus, il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts, avec différents génomes et organisations. Pour tout être vivant qu'on connaît sur Terre, on connaît des virus qui l'infectent. J'ai illustré ici juste quelques virus qui infectent l'homme et qui causent des maladies. Cela dit, pas tous les virus sont pathogènes. Et il y a plein de virus qui causent aucune maladie. En fait, les virus peuvent être très utiles à l'échelle des espèces parce qu'ils peuvent être des vecteurs d'évolution qui accélèrent les phénomènes d'adaptation. Dans le cas des virus pathogènes, c'est les protéines exposées à la surface des particules virales, par exemple les protéines de capside ou membranaires. Chez le corona, ça s'appelle spike, qui vont être reconnues par notre système immunitaire comme antigènes ou comme non-soi, et contre lequel le corps va développer une immunité et des anticorps. Je repasse la main à Emmanuel. Merci Karim. Donc effectivement, cette notion vraiment de protéines, d'ARN, on va la revoir tout à l'heure, mais c'est important de savoir comment fonctionne un micro-organisme pour comprendre aussi comment la vaccination en général et celle contre la Covid-19 en particulier va vous permettre de développer des défenses immunitaires. Et donc là, sur cette image-là, nous avons fait figurer en fait ce qu'est un anticorps. Et vous le voyez bien, c'est cette protéine en forme de Y qui va en fait venir se coller parce qu'elle va pouvoir se coller. Elle va reconnaître les petites pointes qu'il y a autour du virus et elle ne va reconnaître que, donc ces anticorps vont pouvoir ainsi contrôler le virus et pouvoir l'éliminer. C'est ça en fait quand on dose aux anticorps. Et ce qui est vrai pour la Covid est vrai aussi pour toutes les autres maladies. C'est ces petits Y protéines
qui sont les antipoisons parce qu'ils vont empêcher les virus de faire leur travail qui pour nous est néfaste. Donc la vaccination, ça va vous permettre, vous, de produire des anticorps. Alors on les produit évidemment à une réponse à une infection, c'est ce qu'on appelle l'immunité, je dirais, naturelle, et on a l'immunité vaccinale qui est la production d'anticorps, d'antipoisons en réponse à l'injection de vaccins. On a plusieurs types de vaccins, on va les évoquer tout à l'heure, et surtout, déjà deux notions sur lesquelles je vais revenir très brièvement, c'est qu'il y a une action décalée dans le temps, c'est qu'en fait, le temps que votre machinerie se mette à produire ces antipoisons, ces petits Y, eh bien ça va prendre un petit peu de temps. Et également, le but, c'est que cette action soit le plus prolongée possible et vous protège le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que selon le type de vaccin, on a des schémas vaccinaux qui sont différents parce que les propriétés sont pas rigoureusement identiques. Et donc, un vaccin, c'est quoi? C'est une préparation qui traditionnellement comprend une préparation antigénique. C'est pas tout à fait vrai pour le vaccin contre la Covid-19. On va y revenir tout à l'heure. Ce qui dérive d'un agent qui vous provoque une maladie, une bactérie, un virus ou un champignon, ça a été modifié évidemment pour que ce soit inoffensif pour vous, tout en conservant les propriétés d'immunisation que vous allez développer. Et donc son inoculation, son injection à vous-même, à un sujet réceptif, va induire une réponse de votre corps qui va fabriquer des antipoisons, des anticorps spécifiquement contre un agent infectieux donné. Et l'objectif, c'est que ce soit le plus durable dans le temps pour que vous soyez protégé le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est ça, en fait, la vaccination. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Mais à côté de cette immunité par les anticorps, par des antipoisons spécifiques, on a une immunité qu'on appelle l'immunité innée. Elle est beaucoup plus rapide. Et c'est un peu des sortes de Pac-Man qui, finalement, quel que soit l'antigène, quel que soit l'alien qui vous est administré, vont manger les cellules qui sont en contact sans discernement avec ces différents aliens. Alors certains vaccins stimulent aussi cette immunité innée, d'autres moins, et les vaccins à ARN contre la Covid-19, par exemple, stimulent assez bien cette immunité innée, ce qui explique quand même leur relative résistance ou leur résistance à certains variants. Donc l'immunité adaptative, ce sont les anticorps, je vais pas revenir, il y a un délai qui est quand même de plusieurs jours en général, et se caractérisent par leur mémoire immunitaire. Donc un vaccin, je reviens encore pour vraiment bien marteler le message, mais c'est important. On vous injecte un agent pathogène, là ce qui est en orange. On prend un agent pathogène, on le formule, on prend que ce qui nous intéresse pour stimuler notre système immunitaire, on l'injecte et puis en 1 temps, 2 temps, 3 temps, selon les schémas vaccinaux, on aura des titres d'anticorps, ces petits Y, qui vont être en nombre suffisant pour vous protéger et également pour avoir un effet dans le temps qui soit relativement long. Alors, il existe plusieurs types de vaccins, vous m'entendez, plusieurs types de vaccins qui ont tous la même finalité, comme Emmanuel l'a dit, qui est de présenter des antigènes de pathogènes, notamment de protéines virales, à notre système immunitaire. Alors, les différents types de vaccins peuvent être fabriqués grâce à une multitude de technologies qui ont évolué et évoluent toujours avec le temps. L'idée, c'est de partir d'un virus parental virulent, et l'idée, c'est de fabriquer des particules inoffensives pour le corps, tout en mimant ce virus pour être présenté au système immunitaire. Cela peut être fait par atténuation, par inactivation, par fractionnement ou clonage. Je vais essayer de vous décrire chacune de ces méthodes en présentant leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, la première, tout d'abord, le vaccin atténué. Le virus parental pathogène est isolé des patients malades et cultivé en cellules humaines. Ensuite, on va infecter des cellules animales, par exemple des cellules de singe ou des cellules de souris ou d'autres espèces, avec ce même virus. Se répliquant mal initialement dans les cellules animales, le virus va commencer à accumuler des mutations, lui permettant une meilleure réplication dans cette nouvelle espèce. On va récupérer ce nouveau virus ayant accumulé des mutations et on va isoler un variant qui ne se réplique plus efficacement dans les cellules humaines. Donc, il se réplique très mal dans les cellules humaines, ce virus adapté aux cellules animales. Ce virus, alors, devient un candidat vaccin. Donc, un des avantages de cette méthode, qui est plutôt archaïque, est que ce virus qui se réplique stimule une très bonne réponse immunitaire et l'infection par ce type de virus ne cause plus de maladie puisqu'il est atténué.
Des exemples de vaccins très efficaces générés par cette méthode sont les vaccins du virus de la fièvre jaune, par exemple, ou le vaccin oral contre le virus de la polio. Il n'y a pas de candidat vaccin de ce type pour le SARS-CoV-2 en développement en ce moment encore. Alors, le deuxième type de vaccin dont je voudrais vous parler, c'est le vaccin inactivé. La méthode utilisée pour générer ce type de vaccin consiste tout simplement à prendre le virus parental virulent et lui faire subir une procédure chimique qui va l'inactiver, le tuer en quelque sorte. Par exemple, en le traitant avec de la formaline ou des détergents non ioniques. Une fois inactivées, les particules virales obtenues ne sont plus infectieuses, mais gardent leur antigénicité et peuvent être reconnues par notre système immunitaire. Un exemple d'un tel vaccin est le vaccin de la polio inactivé, ou le virus contre la grippe, contre le virus de l'influenza, le vaccin contre le virus de la grippe ou influenza. Ce type de vaccin inactivé est produit par Sinopharm en Chine contre le SARS-CoV-2 actuellement. Un troisième type de vaccin est le vaccin dit à sous-unité. Ce vaccin peut être produit soit en fractionnant les particules virales en plusieurs composants et en utilisant ces composants pour immuniser, soit par clonage d'un antigène viral comme la protéine de capside par exemple ou de membrane et l'expression de cette protéine virale dans des bactéries, dans des levures, dans des cellules d'insectes ou des cellules de mammifères. Ensuite, une fois exprimée et produite dans ces cellules, cette protéine va être purifiée et cette protéine va constituer les candidats vaccins. Et les vaccins, des exemples de ces vaccins sont les vaccins contre le virus de l'hépatite B ou contre le Human Papillomavirus, le HPV, qui cause le cancer du col de l'utérus. C'est des vaccins à sous-unité. Actuellement, plusieurs vaccins à sous-unité contre le SARS-CoV-2 sont en développement, notamment un des plus avancés, produit par Novavax. Ce vaccin utilise des protéines spike de SARS-CoV-2 exprimées et purifiées de cellules d'insectes. Alors, le quatrième type de vaccin est le vaccin à vecteur viral. Donc, après une étape de clonage dans un plasmide ou vecteur ADN bactérien d'un antigène viral, par exemple la protéine spike, cet ADN va être co-transfecté dans des cellules mammifères avec un ADN qui code pour un vecteur viral. Par exemple, un adénovirus, c'est un autre type de virus. Mais cet adénovirus, il ne se réplique pas. On a enlevé des gènes dans cet adénovirus qui lui permettent plus de se répliquer. Les cellules vont alors, qu'on a co-transfectées, vont produire des adénovirus contenant l'information en ADN pour commander l'expression de spike dans les cellules cibles, tout en ne se répliquant pas. Les adénovirus vont alors servir de véhicule, en fait, c'est rien qu'un véhicule pour livrer cette information de l'expression de spike au noyau des cellules de la personne vaccinée. Cette personne va alors commencer à exprimer et présenter l'antigène ou spike à son système immunitaire. Des vaccins à vecteurs viraux contre la tuberculose ou le virus du sida, le VIH, ou Ebola sont en développement. Et contre le SARS-CoV-2, les deux vaccins autorisés en Europe sont le fameux vaccin AstraZeneca et celui de Janssen ou Johnson & Johnson. Le virus russe Sputnik utilise également la même technologie, donc l'expression de spike dans un vecteur adénoviral. Finalement, le cinquième type de vaccin que je vais vous présenter, c'est le fameux vaccin dit vaccin à ARN messager. Je voudrais juste préciser qu'il existe aussi des vaccins à ADN en développement. Donc, leur principe est simple. Leur principe consiste à cloner un antigène viral dans un vecteur d'ADN bactérien, pareil, et isoler cet ADN et le transcrire en ARN messager dans un tube ou in vitro, grâce à une enzyme précise qu'on appelle l'ARN polymérase, qui est une sorte de photocopieuse qui va lire cet ADN de spike et le transcrire en ARN messager. Cet ARN messager a une structure très particulière, en fait, avec une coiffe à une de ses extrémités, qu'on appelle l'extrémité 5', qui va stimuler sa traduction dans la cellule cible. Cette coiffe d'un côté et une queue polyadénine de l'autre vont aussi le protéger de la dégradation. Au milieu se trouve la séquence codante qui va dicter la traduction de l'antigène ou la protéine spike dans ce cas, et il va dicter la traduction de spike au ribosome ou à la machinerie de nos cellules. Cet ARN produit in vitro va être purifié et encapsidé dans des nanoparticules lipidiques et
cet ARN messager va être administré dans le muscle. Certaines molécules pénètrent dans les cellules musculaires, mais la plupart vont être internalisées dans les cellules immunitaires présentant des antigènes. Spike va ensuite être traduite par nos propres cellules et exprimée à leur surface pour être présentée à notre système immunitaire. Donc, à la fin, je vais juste vous parler un peu des avantages et des inconvénients des différents types de vaccins. Donc, il n'y a pas un vaccin idéal. Et vu qu'il y a plusieurs virus, il y a plusieurs types de vaccins. Le vaccin inactivé, un de ses avantages, c'est qu'il est très stable et très sûr parce qu'il ne se réplique pas. Il produit une bonne réponse immunitaire et il est facile à produire. Un de ses inconvénients, c'est qu'il n'est pas très efficace. L'efficacité est moyenne parce que durant la procédure chimique d'inactivation, on peut désactiver ou on peut altérer les épitopes ou l'antigène, ce qui requiert un booster souvent. Mais il est facile à stocker. Le vaccin atténué, l'avantage, c'est qu'il développe une immunité qui dure dans le temps. Il n'a pas besoin de booster d'habitude. Et la formulation est simple. L'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de virulence résiduelle, vu que c'est un virus qui se réplique, surtout pour des patients immunocompromis, par exemple. Et il requiert un contrôle qualité stringent. Le vaccin à sous-unité, un de ses avantages, c'est qu'il est non infectieux, il est sûr et bien toléré, et il donne une bonne réponse anticorps ou humorale. Un de ses inconvénients, c'est qu'il n'est pas très immunogène, il a besoin de beaucoup d'adjuvants pour stimuler notre système immunitaire, et on a besoin de développer un process bien précis pour chaque vaccin produit. Le vaccin à vecteurs viraux, les avantages, c'est qu'il a une bonne réponse immunité innée, une bonne réponse humorale et il mime une infection naturelle vu qu'il utilise un vecteur viral. L'inconvénient, c'est que la production elle est un peu plus complexe et la réponse dépend de l'immunité préexistante au vecteur viral. Et un des effets indésirables, c'est l'inflammation, la surinflammation qui peut causer des effets indésirables qu'on comprend assez mal encore dans ce type de vaccin. Et finalement, l'ARN messager, le vaccin ARN messager, il a une très bonne réponse de l'immunité innée et humorale et cellulaire. Et il est produit sans produit. Sa production ne requiert aucun produit animal. Et le développement de nouveaux antigènes est super rapide, super facile. En fait, il suffit de changer la séquence là-dedans. Donc, par exemple, on peut imaginer quand il y a des nouveaux variants qui se créent, qui viennent avec le corona, c'est assez facile de produire un nouveau vaccin contre ces variants ARN. Donc, bien sûr, les inconvénients, c'est qu'il est compliqué à stocker. L'ARN étant une molécule très fragile, il faut qu'elle soit stockée à moins 80 degrés souvent. Et le coût de production était élevé, mais en fait, c'est en train de décélérer très rapidement. Je repasse la main à Emmanuel. Merci Karim. Donc là, vous avez vu un petit peu les différents types de vaccins et c'est vraiment important pour comprendre la suite. C'est que vous avez bien compris que les vaccins n'ont pas les mêmes propriétés. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de vaccin idéal, comme il n'y a aucun médicament idéal et qu'en fait, la réponse que vous allez pouvoir produire à une injection vaccinale, c'est vraiment le résultat, bien sûr, du type de vaccin, mais aussi de cette interaction avec nous-mêmes, avec notre système immunitaire. Et selon les gens, on va réagir plus ou moins bien. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a des personnes qui font des effets indésirables et d'autres pas. Donc, il y a vraiment une interaction entre le vaccin et vous-même. Comment vous allez réagir à ce vaccin? Alors, comme je le disais, il y a différents facteurs. Il y a effectivement la dose d'antigène qui peut jouer. Il y a notre propension à avoir des cellules immunitaires qui soient efficientes et efficaces. Il y a notre propension à avoir des cellules à avoir nos petits Pac-Man là qui mangent tout, qui sont aussi efficients et efficaces. Et il y a la durée de vie de ces cellules qui confèrent l'immunité. Donc ça peut être parfois très personne dépendant. Il y a aussi des facteurs, je dirais, plus liés, plus généraux. Il y a l'âge, par exemple. Évidemment, plus on est aux âges extrêmes de la vie, moins la qualité de la réponse immunitaire, le système immunitaire sera efficace. On court un peu moins vite quand on est nouveau-né ou quand on est très âgé. Ben, c'est pareil pour la vaccination. On réagit un peu moins, de façon moins efficace quand on est tout petit ou quand effectivement on est très âgé.
Il y a aussi des patients qui ont des problèmes d'immunité, des problèmes de système immunitaire, soit parce qu'ils ont une maladie qui occasionne une baisse de leur immunité et donc de leur capacité à répondre de façon efficace à un vaccin, soit parce qu'on prend des médicaments qui justement peuvent avoir cet objectif-là que de réduire vos défenses immunitaires. Je pense au greffé par exemple. Et il y a aussi d'autres maladies, il y a des facteurs génétiques, hein, comme je l'évoquais. L'état nutritionnel aussi est un facteur qui influence la réponse vaccinale. Les gens dénutris ont une réponse vaccinale qui va être moins bonne. Et puis, il y a certains états physiologiques comme la grossesse. La grossesse, en fait, la femme prépare son corps et adapte son corps au fait de recevoir un alien. Donc, heureusement que son système immunitaire se met un peu en veille, parce que sinon, il pourrait pas y avoir de tolérance du fœtus qui, pour moitié, est étranger. Donc, la nature est quand même bien faite. Et il y a donc, comme le disait Karine, je vais pas revenir, il y a aussi des facteurs liés au vaccin et aux différents types de vaccins. Alors, là, on peut pas être en présentiel, mais j'aime bien interagir avec la salle. Je mets pas cette diapo tout de suite, je vous pose la question, pourquoi on se vaccine? Pourquoi on se vaccine? En fait, il y a vraiment 3 objectifs principaux et peut-être un 4e qu'on connaît un petit peu moins. Le premier, c'est une lapalissade de vous dire ça, c'est qu'en fait, on se vaccine pour prévenir des maladies liées à des microbes, que ce soit des virus ou des bactéries principalement, et liées à des maladies qui sont fréquentes, très épidémiques, qui sont graves, parce que trouver un vaccin contre une maladie qui est fréquente, épidémique, mais qui n'est pas grave, ça n'a absolument aucun intérêt, pour lequel on a peu ou pas de traitement, ou en tout cas pour lesquels on veut épargner les traitements. On se vaccine également à visée curative, c'est-à-dire pour traiter une maladie, et c'est la seule vaccination vraiment à visée curative, c'est la vaccination contre la rage. La rage, on n'a pas de traitement, mais si on vaccine tôt, c'est un peu une course contre le virus et son incubation. Si on vaccine tôt, eh ben, la personne développera une immunité contre le virus avant que celui-ci ne soit toxique. Et puis, et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir aussi de la vaccination, c'est vaccination et cancer. Et l'excellent exemple est la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, donc le human papillomavirus, qui est développé initialement chez les petites filles, mais qui est étendu chez les garçons parce qu'on sait que ça donne aussi des cancers des voies ORL. Et puis, ce dont on parle bien moins, c'est aussi pour le moindre usage des antibiotiques. On sait que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques parce qu'entre autres, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Eh bien, le fait de se vacciner contre certaines maladies bactériennes, ça évite d'utiliser des antibiotiques et ça a un impact sur les résistances bactériennes. Donc, c'est vraiment les 4 principales raisons pour lesquelles on se vaccine. Maintenant, on se vaccine pour soi, ok, on se vaccine pour éviter une maladie, mais on se vaccine aussi pour les autres. Et ça, c'est vraiment un message qu'on voulait vous faire passer, c'est que l'intention de vaccination, elle est vraiment, il faut avoir en tête que c'est altruiste. On se vaccine vraiment pour les autres. Et on se vaccine pour les autres comment? C'est exactement ce dont on parle avec la Covid, c'est qu'on sait que si on arrive à atteindre une couverture vaccinale d'au moins 70, 80, 90%, ça dépend des agents pathogènes, eh bien, on arrivera à avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Et cette immunité de groupe permettra de limiter, voire même faire disparaître la circulation d'un agent pathogène. Et donc, ça protège évidemment ceux qui se vaccinent, mais ça protège aussi ceux qui peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ont des contre-indications à la vaccination, c'est assez rare, mais ça existe, ou ça protège ceux qui peuvent échapper à la vaccination. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, je vais pas reprendre quelle efficacité pour les vaccins, je pense que là, on va vous parler de l'efficacité, mais aussi des effets indésirables. L'exemple typique d'une immunité de groupe qui a permis l'éradication d'une maladie, c'est la variole. La variole, la dernière épidémie en France était à Vannes, avec 16 morts sur 63 cas. Et en gros, le taux de létalité de la variole, c'était 30%. C'est-à-dire quand on avait la variole, on avait une chance sur 3 de mourir, parce qu'il n'y avait pas de traitement, c'est une maladie virale, etc. Et donc, il y a eu des larges campagnes de vaccination qui ont été faites. Et puis, fin des années 70, l'OMS a déclaré la variole complètement éradiquée, on ne vaccine plus. Alors bien sûr, il y a eu quelques effets indésirables liés à la vaccination, qui à l'échelle individuelle sont dramatiques. Il y a eu des encéphalites post-vaccinales, c'était assez rare et c'était bien moins important que les décès évités grâce à la vaccination. Mais c'est vrai que c'est arrivé et grâce à ça, il n'y a pas eu de variole dans le monde depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. La polio,
Par exemple, cette courbe-là parle d'elle-même. Les vaccins ont été développés et en gros, en France et dans le monde, il y avait encore quelques foyers de polio en Afrique, mais l'OMS a déclaré que la polio était épargnée maintenant le continent africain l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous voyez qu'en France, on n'a plus de cas de polio parce qu'il y a eu l'obligation vaccinale au milieu des années 60 et du coup, la polio, il n'y a plus un seul cas de polio. Moi, je suis infectiologue, j'ai jamais vu de polio. Donc, c'est un autre exemple d'objectif. Non seulement ça prévient de la maladie, mais ça prévient aussi que une maladie continue de circuler. Et c'est un paradoxe. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, comme tout médicament, les vaccins ont des effets indésirables. Et c'est marrant parce que quand on s'intéresse à ça, dans l'étymologie du mot pharmacie, il y a vraiment cette ambivalence parce que pharmakon en grec, ça veut dire aussi bien remède, filtre que poison ou venin. Et effectivement, quand si un médicament a une action, si elle interagit avec vous, eh ben, elle peut aussi interagir de façon négative. Et en fait, en médecine, c'est vraiment un dogme qu'on a, c'est de peser la balance bénéfice-risque. Est-ce que le fait de vous prescrire un médicament vous apportera plus que ces effets indésirables potentiels? Et c'est vraiment le but des essais cliniques, c'est de voir déjà, l'efficacité, et puis 2, de voir si cette efficacité n'est pas contrebalancée par des effets indésirables trop importants. Il y a eu plein de médicaments qui étaient très efficaces contre certaines maladies, pour lesquelles d'ailleurs on n'a pas trouvé d'équivalent, mais qui avaient trop d'effets indésirables pour qu'ils puissent être utilisés. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, et donc ce qui est vrai pour les médicaments en général, c'est également vrai pour les vaccins. Donc on a des effets indésirables bénins, fréquents, la douleur au point d'ingestion, faire une petite fièvre dans les suites d'une vaccination, etc., etc. C'est vraiment décrit pour quasiment tous les vaccins. On sait, c'est pas grave, ça dure pas longtemps, c'est pas très agréable, mais le bénéfice par rapport à ces petits effets indésirables est bien sûr plus important. On a aussi des effets indésirables qui peuvent être graves, qui sont rares, très rares. Ça peut être 1 pour 100 000, 1 pour 1 million, et qui nécessitent des prises en charge qui sont connues, avec un certain tropisme pour certains vaccins. Et donc, ça c'est connu, mais c'est tellement rare qu'en fait, ça ne remet pas en cause le bénéfice de la vaccination. Mais ils sont connus et ils sont suivis par les systèmes de pharmacovigilance. Donc, c'est ce que je disais. Pour la variole, il y avait des effets indésirables qui étaient assez rares, mais qui étaient graves, les encéphalites. Mais évidemment, c'était sans commune mesure avec le bénéfice d'une communauté, d'une population à bénéficier d'éradication de la variole grâce à la vaccination. Donc, c'est vrai que les vaccins, oui, ce sont des médicaments potentiellement toxiques, oui, comme tout médicament, mais surtout, oui, ils préviennent des maladies. Et vraiment, le paradoxe, c'est que grâce à la vaccination, ces maladies ont quasiment disparu et ça rend invisible le bénéfice de la vaccination. Et c'est exactement ce schéma-là, c'est que c'est un peu humoristique parce qu'on va pas non plus être trop sérieux, mais c'est vrai que c'est des maladies horribles qui dévastent la population. Et puis, hop, on vaccine tout le monde, super, on est content. Maintenant, ces maladies-là ont presque disparu. Puis on se pose la question, en fait, pourquoi on vaccine? Parce qu'on a oublié en fait l'impact de ces maladies. Et puis on arrête de vacciner, puis ces maladies reviennent. Et c'est exactement le cas de la rougeole. La rougeole, il y a eu bien un trou dans la raquette dans les années 80 avec une baisse du nombre de vaccinations, et on a vu de nouveau des épidémies de rougeole fleurir en France, comme dans d'autres pays. Et on en parlait beaucoup avant la crise de la Covid. Et ça, c'est le grand paradoxe de la vaccination, c'est que ça marche tellement bien que le bénéfice est invisible. Et alors, certains experts estiment même que ça a fait gagner 15 à 20 ans d'espérance de vie à l'humanité, la vaccination. Karine. Je vais reprendre la main. Peut-être on pourra faire une petite pause. Marilyn m'a dit il y a eu 2 questions. On pourra répondre peut-être rapidement. Il y en a une, c'est plutôt Emmanuel. Pour quelle raison l'injection du vaccin peut susciter de la fièvre durant quelques heures? Je pourrais répondre, mais toi, tu es mieux placé que moi. Alors, pour des raisons très simples, c'est que vous allez stimuler votre corps et parfois votre corps va surréagir un petit peu. Et donc, cette surréaction, cette mobilisation pour produire des anticorps, ça va donner un peu de fièvre. Ça, c'est la première raison. Et quand on a des vaccins à vecteur viral, comme par exemple l'AstraZeneca, c'est un virus qu'on vous injecte, d'accord? Alors, il peut pas se multiplier. Et donc, comme on vous injecte un virus, vous allez réagir comme contre n'importe quel virus, comme contre le virus du rhume ou de la grippe ou d'autres virus bénins. Vous allez vous défendre en faisant de la fièvre, en réagissant. Et comme ce virus, il n'est pas réplicatif, en fait, ça peut durer très peu de temps.
Et voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment pour ces deux raisons. C'est parce que le corps réagit à la vaccination pour se protéger. Et parfois, ça peut induire effectivement de la fièvre. Et juste pour complémenter, c'est plutôt parce que la fièvre tout de suite après le vaccin, c'est-à-dire notre système immunitaire inné travaille et on sait que pour produire des anticorps et pour que le système immunitaire adaptatif des anticorps travaille, il faut que l'immunité innée soit sollicitée au début. Donc, c'est d'habitude un bon signe quand on a de la fièvre après un vaccin, ça veut dire ça a pris, ça veut dire notre système immunitaire a reconnu qu'il y a un problème et il va commencer à travailler. Donc, juste pour complémenter. La deuxième question posée par Annabelle, le vaccin en cours de développement en France est de quel type? Alors, il y a plusieurs vaccins en développement en France. Un des vaccins dont on entend parler le plus, c'est le Valneva, je crois. C'est la boîte nantaise, je crois, qui a été sollicité par le gouvernement britannique. Ce vaccin, c'est un vaccin à inactiver. Donc, c'est un virus produit dans des cellules de singes, dans des vérocells, et qu'on va inactiver après. Il est équivalent, si vous voulez, c'est la même technologie que le vaccin chinois, le Sinopharm. Il y a aussi deux types de vaccins développés par Sanofi. Un, c'est un vaccin à sous-unité, donc on va produire juste Spike, et c'est Sanofi GSK, hein, et GSK, elle va donner l'adjuvant. Et l'autre, c'est un vaccin à ARN messager que Sanofi essaie de produire avec une start-up qui fait de l'ARN messager, mais bon, Sanofi, ils sont un peu en retard sur l'ARN messager, mais bon, ils s'y mettent. C'est ce qui est bien. Donc, c'est un super segue pour ce slide, entendu chez la grand-mère. Comment on peut faire confiance au vaccin ARN messager développé juste en 1 an? En fait, je voulais vraiment parler de ce point parce que c'est une idée fausse. Parce que ce n'est pas vrai. Le développement de ce vaccin n'a pas été en 1 an. Ce vaccin à ARN messager est le fruit de plus que 50 ans de recherche fondamentale. Et je vais peut-être vous illustrer un peu comment l'ARN messager, l'histoire de l'ARN messager dans la recherche. Si vous voulez, depuis les années 60, un des premiers à découvrir l'ARN messager, c'est François Jacob, avec Sidney Brenner et Mendelssohn. Et en fait, François, c'est un petit cocorico, hein, parce qu'un des découvreurs de l'ARN messager, c'est un Français, c'est François Jacob. Il a eu le Nobel avec Monod et André Lwoff et Jacques Monod en 67. Et il a découvert l'ARN messager à l'Institut Pasteur. Donc, si vous voyez ce papier, an unstable intermediate carrying information from genes to ribosome for protein synthesis, ou en français, un intermédiaire instable portant l'information des gènes au ribosome pour la synthèse protéique. C'est la définition même de l'ARN messager. Donc, l'histoire, elle commence dans les années 60. Après, il y a eu plein de développements durant les années. Je vais m'arrêter sur quelques milestones importants. Par exemple, dans les débuts des années 80, on a commencé à commercialiser la coiffe. Je vous ai dit, la coiffe, ça protège l'ARN messager de la dégradation et ça va stimuler sa traduction, ça va ramener les facteurs d'initiation de la traduction. Et le premier cap analogue qu'on peut commercialiser, qu'on peut acheter, a été commercialisé début des années 80. Ensuite, la T7 polymérase ou l'ARN polymérase. Donc, cette copieuse qu'on utilise maintenant dans un tube pour copier l'ADN en plein de copies d'ARN messager a été découverte et commercialisée en 1984 à peu près. Donc, on l'utilise actuellement pour le vaccin. Après, la formulation du vaccin, comment le faire entrer l'ARN messager dans nos cellules, on utilise des nanoparticules lipidiques et ça a été développé fin des années 80, début des années 90, les particules cationiques lipidiques et c'est toujours en développement. Hein. Finalement, enfin pas finalement, mais aussi l'interaction entre l'ARN messager et notre système immunitaire, comment il excite les systèmes immunitaires, notamment par des récepteurs connus qui s'appellent les Toll-like receptors, les récepteurs Toll qui sont essentiels à la réponse vaccinale. Là, je m'arrête sur ça pour refaire un petit cocorico parce que un des découvreurs des récepteurs Toll, c'est un Français, c'est Jules Hoffmann, ici à Strasbourg, où j'ai fait ma thèse en fait dans le laboratoire
dirigé par Jules Hoffman. Il a eu le prix Nobel en 2011 parce que dans les années 90, il a pu découvrir ce récepteur Toll qui est important pour reconnaître, entre autres, l'ARN messager chez la mouche du vinaigre. Donc, c'est un récepteur super conservé dans l'évolution. Et finalement, juste pour vous illustrer, j'ai mis que, regardez, les vaccins contre le cancer à l'ARN messager, ça a été déjà développé dans les années 2000. Vous pouvez voir ici BioNTech, la fameuse boîte allemande qui, avec Pfizer, développe le fameux vaccin Pfizer. Ça a été développé par BioNTech. Et déjà dans les années 2010, BioNTech travaillait sur un ARN messager contre un cancer, contre le mélanome. Pareil, et quand on regarde en 2018, par exemple, Moderna était en train de développer. Donc, tout ça, c'est de l'information qui vient avant 2019, avant le Covid. Hein, c'était de l'information là. Les boîtes étaient là. CureVac et Moderna développaient toutes les deux des vaccins contre le rabies virus, donc la rage, et contre le virus Zika et influenza. Juste pour vous montrer que c'est pas le fruit de la dernière année. Et finalement, Emmanuel, je te redonne la main. Ouais, et finalement, moi, c'est juste vraiment parce qu'on a tout le temps cette question-là, et c'est une question qui est légitime. C'est de se dire, est-ce qu'on est allé trop vite? Donc, comme Karim l'a dit, en fait, tout ça, c'est un arbre qui a poussé, qui a eu des fleurs, qui a eu des fruits, et puis les fruits ont été récoltés, en fait, parce que l'épidémie de la Covid a été un formidable accélérateur. La protéine spike était déjà connue parce qu'il y a eu d'autres épidémies beaucoup moins, dont on a beaucoup moins parlé parce que l'ampleur était moindre. Il y a eu le SARS-CoV en 2003, il y a eu le MERS en 2012 dans les pays du Moyen-Orient qui étaient des coronavirus. Donc, on connaissait déjà le substrat qui pouvait aider à induire, qu'on pouvait mettre dans un candidat vaccin. Très honnêtement, il y a eu une mobilisation des équipes de recherche, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire, et pas simplement dans le domaine de la vaccinologie. C'est-à-dire que tout le monde a cherché, c'était hyper stimulant, donc c'est allé très vite. Il y a eu aussi, et l'un ne va pas sans l'autre, des financements facilités tout de suite, parce que dès la fin d'année, fin janvier 2020, les États ont commencé à se dire ça craint un peu quand même, février-mars, on va peut-être s'énerver à financer à fond des labos pour qu'on puisse vraiment avancer sur ce qu'on connaît déjà. Les temps administratifs ont aussi été raccourcis parce que normalement, tous les dossiers, etc., ça met très longtemps. Les études à monter, ça met très longtemps. Et tout ça, ça a été raccourci. Et un fait aussi important, c'est que les industriels ont devancé les autorisations pour produire. Ils se sont dit, allez, je pense que ça va marcher, il n'y a pas de raison, on a de l'expérience, on connaît, on y va. Et en fait, plutôt que ces différents temps se mettent bout à bout et prennent 10 à 15 ans, en fait, ils se sont chevauchés. Et du coup, c'est pour ça qu'en finalement très peu de temps, on a pu avoir un vaccin quand même efficace contre la Covid. Et juste une note d'optimisme à la fin, que il faut pas vraiment succomber à la peur parce que on a la science et la science est là et ça fait une centaine d'années qu'on connaît beaucoup plus de choses qu'on connaissait il y a 100 ans. Et juste pour illustrer ça, c'est qu'il y a 251 vaccins en développement actuellement contre le SARS-CoV-2, dont 61 en essais cliniques et 11 sont déjà utilisés. Et là, je vous ai listé les quelques vaccins qui sont autorisés et utilisés dans plusieurs pays. Et comme vous le voyez bien, ces vaccins sont de plusieurs catégories. Vous avez le virus inactivé, vous avez l'atténué. L'atténué, il n'y a pas vraiment de vaccin en développement, mais il y a le subunit, c'est-à-dire sous-unité, l'ARN, etc. Donc, il faut pas avoir peur parce que il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Et moi, j'ai pas peur des variants, pour vous dire mon intime conviction. Et là, je repasse la main à Emmanuel. Ouais, là c'est une diapo que j'ai rajoutée en fait cet après-midi parce qu'un rapport est sorti sur la consommation de médicaments en France en lien avec les deux périodes, enfin les plusieurs périodes de confinement. Et là, c'est un message très général, c'est que il y a vraiment eu une baisse importante de la vaccination en général. Je parle pas de la Covid. En prenant des exemples très précis, comme par exemple le vaccin contre le human papillomavirus, il y a un solde négatif sur en fait de moins 274 000 doses par rapport à l'attendu pour l'année 2020 à partir du mois de mars et de moins 103 000 doses pour
le premier quadrimestre de l'année 2021. Et ça, c'est vrai aussi pour les vaccins type DT polio, des diphtérie, coqueluche, tétanos, polio du nourrisson, où on a un solde négatif de moins 52 000 et de moins 29 000 pour ces périodes-là. Et c'est pareil pour la rougeole. Et en fait, on est de l'ordre de 25 à 30% de baisse d'utilisation de ces vaccins par rapport à l'attendu. Donc, et ça peut être un vrai problème indirect. C'est que finalement, la Covid, ce qu'on retrouve dans d'autres maladies, on vous parle souvent que la Covid aussi a induit des déficiences de prise en charge dans plein d'autres maladies. Ben, c'est vrai pour la vaccination et raison de plus pour vraiment continuer de se vacciner. Voilà, c'était juste pour vous illustrer ça. C'est vrai dans d'autres domaines que la vaccinologie, mais on parle de ça ce soir. Donc, en conclusion, comme le disait Karim, il n'y a pas de vaccin idéal. À la base, c'est une démarche empirique, mais avec les avancées de la science, on arrive quand même à quelque chose qui l'est bien moins, avec une vraie évaluation différente. Vous avez compris que les vaccins sont spécifiques d'un agent pathogène et que les virus sont différents, donc les vaccins le sont aussi. Je crois que Karim, je ne vais pas parler pour toi, mais t'aimes bien cette phrase de faire confiance à la science et de pas céder à la panique. C'est vrai que c'est important de faire confiance à la science. On voit bien, s'il n'y a pas de vaccination aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment très très compliqué. L'impact des variants, alors l'impact des variants sur la réponse vaccinale, il est effectivement réel. Néanmoins, il affecte le côté de l'immunité liée aux anticorps, mais bien moins le côté de l'immunité qui est pas lié aux anticorps. Et puis c'est très variant dépendant. Par exemple, on sait que le variant indien, que le vaccin de Pfizer a une excellente activité contre le variant indien et un peu moins bien contre les variants brésiliens et sud-africains. Il a aussi une excellente activité contre le variant bleu. Donc ça dépend. La vaccination, c'est un geste altruiste et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Enfin, je pense qu'on l'a évoqué. Hein. C'est très très important. Karine, je te laisse la dernière diapo. Oui, bon, je vais me répéter un peu, mais c'est essentiel de se vacciner contre les maladies infectieuses. En fait, comme Emmanuel l'a dit, on a tendance à oublier parce qu'on voit plus de maladies, donc on croit que c'est pas important. Mais il faut pas oublier que au XXe siècle, jusqu'à 1960, on était 3 milliards sur Terre et en partie grâce aux antibiotiques et aux vaccins, on est 7 milliards. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose d'être 7 milliards pour Terre, mais en tout cas, c'est clair que le vaccin et les antibiotiques ont contribué à notre santé humaine. La vaccination est altruiste, c'est pas juste un geste pour soi, mais c'est pour les autres. Et il est tout à fait légitime de se poser des questions. Comme Emmanuel l'a dit, c'est une démarche empirique, c'est essai et erreur, trial and error, c'est comme ça que la science fonctionne. Et voilà, il faut faire confiance à la science et au vaccin. Et c'est ma conclusion. Merci à vous deux. Alors, il y a des questions sur le chat. Je peux vous les proposer. Une question de Patricia. Est-ce que l'on a une idée de la durée de couverture après vaccination? Des variations selon nature du vaccin. Je réponds, Karine, ou tu réponds? Allez-y, vas-y. Oui, on a une durée. Hein. On sait que l'immunité vaccinale est plusieurs mois, au moins 6 mois. Maintenant, comme on n'a pas énormément de recul, en fait, plus on avance, plus ça a tendance à rallonger en fait la durée de l'immunité. Puis on a quand même aussi l'expérience. Alors ça, c'est pour plus la maladie, mais de la durée de l'immunité liée à la maladie qui serait d'au moins 10 à 12 mois. Donc voilà, finalement, c'est plusieurs mois. Je peux pas vous dire combien exactement. C'est au moins 6-8 mois, voire 8-10 mois. Et avec un schéma vaccinal tel qu'il est proposé, c'est-à-dire à 2 ou 3 doses. Mais peut-être que dans 6 mois, je vous dirais, non, finalement, c'est 14-15 mois. Vous voyez, on n'a pas très de recul sur ce virus parce que souvent, les virus qui sautent d'un animal, d'un réservoir animal à l'homme, donc c'est un territoire vierge pour ces virus. On ne sait pas, on n'a pas de recul. La durée de l'immunité change pas seulement en fonction du vaccin, mais en fonction du virus et de la nature des virus. Par exemple, le virus de la fièvre jaune, il suffit de se vacciner une fois et c'est bon quasiment pour toute la vie. Donc, comme Emmanuel l'a dit, on n'a pas assez de recul sur ce nouveau virus parce qu'il vient de sauter, mais c'est au moins quelques mois, au moins 6-7 mois. Moi, je dirais. Merci. On a d'autres questions. Une de Dominique. J'ai de nombreuses allergies, y compris à des médicaments. Est-ce que je suis un sujet sensible par rapport au vaccin? Ça, c'est Emmanuel, ça. Non, parce que à partir du moment où vous avez des allergies qui sont connues et qu'il n'y a pas
vous n'êtes pas allergique à quelque chose qui est mis dans la formulation du vaccin, il n'y a pas de risque à faire une réaction au vaccin. On connaît très bien, alors c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique et l'allergie vraiment la plus grave. On sait qu'elle est liée à des composants qui rentrent dans la formulation du vaccin. Il y a quelques personnes qui sont allergiques, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et c'est pour ça que dans les centres de vaccination, on a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer ces chocs anaphylactiques. Mais non, si vous avez, par exemple, moi j'ai souvent la question, je suis allergique à la pénicilline, je suis allergique au kiwi, à la fraise, etc. Est-ce que je peux quand même me faire vacciner? La réponse est clairement oui, à partir du moment où vous connaissez ce à quoi vous êtes allergique. Merci Emmanuel. On a une question de Christian. Est-ce que les recherches sur le Covid vont avoir un... Ah, c'est pour toi, Karim, ça. Oui, mais c'est clair. Ça ne va pas avoir un impact, ça a déjà un impact énorme. Déjà, le fait qu'on vous parle, moi, ça fait 12 ans que je fais de la virologie. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ce que je fais, de ce qu'on fait dans les labos avec le grand public. Donc, déjà, je crois que ça a un impact sur le public qui s'intéresse plus à la science et à la recherche. Et deuxièmement, ça a sûrement un impact sur les vaccins, sur les autres virus. Ça a un impact sur la recherche en général. Le grand public maintenant s'intéresse plus à la recherche et il trouve que c'est super important de continuer à financer les chercheurs parce qu'on voit que la science fonctionne. Et après, sur les autres vaccins, sans doute, moi je le vois dans le job offer, si vous voulez, à mon échelle, je reçois des mails depuis le début de la Covid, je reçois des mails de plein de boîtes qui recrutent pour faire des vaccins. Si vous voulez, la vaccination, les dernières 15-20 ans, si vous voulez, Sanofi en France, elle a été un peu mise de côté parce que c'est devenu des médicaments de pays pauvres, la dengue, le vaccin de la dengue, c'est dans les pays pauvres, etc. Mais là, il y a un réintérêt de l'industrie pour la vaccination. Et aussi, il y a une activité économique qui va venir. Il y aura plein de jobs créés grâce à ça aussi. Merci Karim. Alors, on a des questions sur la fréquence des vaccinations, 2 questions qui reviennent là-dessus. Nadine qui nous dit, pour Pfizer, on parle d'une 3e injection. Y aura-t-il une vaccination annuelle comme pour la grippe? Et Evelyne qui s'inquiète parce que ce que vous dites, en fait, revient à dire que nous devrions nous faire vacciner tous les 7 mois. Non, alors alors la 3e injection, c'est aujourd'hui, elle est validée pour les personnes qui ont des défenses immunitaires très fragiles pour ces raisons de mémoire immunitaire. En fait, pour qu'elle dure un peu plus dans le temps, parce que l'inconvénient de vacciner quelqu'un qui a des défenses immunitaires qui sont un peu faibles, c'est qu'il va moins bien répondre à la vaccination, évidemment. Et donc, c'est vrai que là, une 3e injection apporte quelque chose. Maintenant, sur la vaccination annuelle, c'est pas impossible du tout, en fonction de l'émergence des variants. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la vaccination, c'est une course entre l'immunité collective et le virus. Et le but, c'est de pousser le virus dans une sorte de cul-de-sac évolutif. C'est-à-dire qu'il soit poussé à un moment donné de sa vie, de ses possibilités de variation et de mutation, et il soit enfermé un petit peu dans une impasse grâce à l'immunité de groupe. Donc il est possible, il n'est pas impossible qu'on fasse, et c'est justement, Karim, tu me contredis, mais moi, d'après ce que j'ai compris, un des gros avantages des vaccins ARN, c'est qu'ils sont très facilement modifiables pour justement tenir compte de la circulation des virus. Et donc, il n'est pas, des variants, pardon. Et donc, il n'est pas tout à fait impossible qu'au moins, pendant quelques années, quelques courtes années, effectivement, on ait une vaccination annuelle pour arriver vraiment à pousser dans un cul-de-sac évolutif le virus. Je ne sais pas si je suis clair, mais il faut vraiment avoir l'idée d'une course entre l'immunité collective et l'évolution du virus, parce que lui, c'est sa survie que de se modifier, que de changer de manteau pour pas être reconnu. C'est vraiment sa survie. Donc, il joue sa survie. Nous, on joue notre protection. Et Moderna et Pfizer sont tous les deux en train déjà de faire les nouveaux ARN messagers avec les mutations des nouveaux variants. Hein. Donc, ça va être, je crois, d'ici la rentrée prochaine, il y aura des vaccins Moderna et Pfizer contre les nouveaux variants. Alors, pour les 7 mois, juste, je vais quand même répondre. Non. Enfin, c'est pas, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, l'immunité, elle est d'au moins plusieurs mois. Et très probablement, on va pas se vacciner tous les 7 mois. Je pense que ce sera, si on se revaccine, ce sera un peu plus long que 7 mois. Merci à vous deux. Écoutez, on n'a plus de questions. Je vais peut-être laisser Isabelle Giraud clôturer ce webinaire parce que j'ai l'impression que nous sommes à l'heure.
On n'est pas à 5 minutes, hein. Écoutez, si vous voulez encore, peut-être pendant le mot d'Isabelle, s'il y a d'autres questions, on peut encore y répondre en tout cas. Hein, maintenant. Bien sûr. Moi, je vais remercier nos intervenants, le docteur Piednoir et le docteur Majoub, qui ont su, je crois, rendre très accessibles et très compréhensibles ces notions complexes autour de la vaccination et peut-être dédramatiser un petit peu, désensibiliser tous ces débats en prenant un petit peu de recul. Merci Marilène pour l'accompagnement dans la préparation de ce webinaire. Et côté de Mutualia, nous espérons que cet éclairage vous aura donné des clés de compréhension pour vous forger votre propre opinion. Donc, merci à tous pour votre participation et puis bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous, bonne soirée. Et je vous enverrai à tous le replay avec la présentation du docteur Emmanuel Piednoir et du docteur Karim Majzoub. Ah, j'ai une dernière question de Christian. Est-ce que la grande dispersion des recherches n'entraîne pas une sorte de gaspillage? Est-ce que ça peut clôturer notre webinaire? Ça peut, mais le gaspillage, ça peut, effectivement, ça peut. Je suis d'accord. Mais Christian, il a dit quelque chose. Oui, j'hésitais à je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Il dit il faut faire confiance aux scientifiques du moment qu'ils ne font pas de la politique. Je suis totalement d'accord. Eh ben, on peut clôturer le webinaire avec cette belle parole de Christian. Bonne soirée à tous. Merci. Allez, bonne soirée. Merci.